Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, la VDC, nous sommes très contents, très joyeux de vous savoir nombreux à l'écoute et surtout à la suite de cette chaîne qui vous informe, qui vous donne de l'information correcte. Vous nous suivez à partir de New York aux États-Unis d'Amérique et c'est grâce à notre confrère donc AMB, grâce à son expertise. Nous sommes à Kinshasa en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un homme de droit. Il s'appelle Maître Denis Mai Moussangana. Bonjour Maître. Bonjour mon frère. Maître Denis Mai Moussangana, c'est un avocat près la Cour d'appel de Kananga. C'est un ancien formateur électoral à la Commission électorale nationale indépendante dans les années de 2005 à 2006. Il est formateur électoral, ancien membre de la Commission électorale nationale indépendante, disais-je, ministre provincial de développement territorial honoraire. Et là, c'est de 2007 à 2010, sous le règne du gouverneur Trésor Kapokongoï. Directeur des cabinets des gouverneurs, un directeur des cabinets chevronné, le plus sollicité, du temps d'Alex Kande Mopompa et du temps de Denis Kamba Chimbungu. Et aujourd'hui, toujours avocat près la cour d'appel de Kananga. Maître, une fois de plus, bonjour. Bonjour mon frère. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Merci, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, avec Maître Denis Mai Moussangana, nous allons parler sur un thème. Deux juges récemment nommés par le chef de l'État n'ont pas pu prêter serment. Il y a les on-dit, tantôt ils ont été refusés de prêter serment. D'une part, d'autre part, eux-mêmes ont rédigé une correspondance commune exigeant qu'ils puissent achever leur mandat à la Cour constitutionnelle parce qu'au départ, ils siégeaient à la Cour constitutionnelle. Il s'agit bien des juges Ouboulou et les juges Kilombo. Maître, est-ce le chef d'État est en erreur ou les deux juges ont raison? Non. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui sont posées à la fois, mais nous ne pouvons pas pratiquement nous fier de tout ce qui se relate au niveau des réseaux sociaux. Vous comprenez qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des médias, chaque personne est devenue constitutionnaliste, chaque personne est devenue juriste. Ça montre que la démocratie à un RDC se porte très bien. Les deux juges ont refusé de pouvoir travailler, ont refusé leurs nouvelles affectations. C'est un droit. Être nommé et refuser volontairement de pouvoir travailler dans les nouvelles affectations, c'est un droit. Mais maître, vous dites que c'est un droit. Écoute. J'ai dit que c'est un droit au nom du principe de la liberté. Au nom du principe de la liberté. Au nom du principe de la liberté, on peut me nommer, je refuse. Je suis fatigué de travailler. Je ne vais plus travailler parce que je suis fatigué. J'ai déjà obtenu autant de moyens qui peuvent m'aider à pouvoir conduire librement ma vie. Je peux refuser. Jusque-là, ça ne pose pas du tout de problème. Mais ce qui pose comme problème dans le cadre de ce qui se passe, c'est des raisons avancées. Et si nous devons pratiquement parler, c'est autour des raisons qui ont été avancées. Je vais seulement travailler à la Cour constitutionnelle. Y a-t-il un problème? Je ne vais pas aller à la Cour de cassation. Pourtant, il a accepté, il a pris le document, il a même pris la toge de la Cour de cassation. Et après, il se résigne. Y a-t-il anguille sous roche? Non, dire qu'il y a anguille sur roche, je ne voudrais pas aborder ça. Mais excusez-moi, qu'on avance un peu, je venais d'emblée de vous dire, refuser de travailler, renoncer à l'acte du président de la République, c'est un droit qui est donné à tout citoyen congolais. On peut me nommer, je me réalise que je ne suis plus fort, je suis affaibli au regard du grand travail que nous avions autrefois abattu. C'est tout à fait normal, au nom du principe de la liberté. Mais comme je venais de le dire tout à l'heure ici, ce qui fait comme problème, qui pose comme problème, c'est la manière de pouvoir le faire, les raisons qu'ils ont évoquées. Ils ont, pour justifier pratiquement le refus, je ne vais pas dire refus, ils n'ont pas refusé de pouvoir prêter serment. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui les a recalés, parce qu'ils ont introduit un recours. Quand on introduit un recours, il faudra au départ qu'on puisse traiter, qu'on puisse épuiser le traitement de ces recours-là
pour voir dans quelle mesure on peut maintenant dire ils avaient raison ou ils n'ont pas raison. Mais quand est-ce qu'ils ont introduit leur recours? Parce que les nominations ne datent pas d'aujourd'hui. Les nominations ont été faites depuis le mois de juillet, autour du 20, entre le 17 juillet. Mais entre le 17 juillet et le 5 août, vous avez attendu simplement à la veille pour introduire votre requête, votre recours. C'est là où nous pouvons nous imaginer une sorte de politisation, ce qui n'est pas du tout bon pour les hautes autorités au niveau de la Cour, de la Cour constitutionnelle. Vous savez, être nommé à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les magistrats de la Cour constitutionnelle, ce sont les gens qui sont tirés parmi les éminents de la République. Parce que dans une République, on doit avoir une certaine éminence, une certaine catégorie de gens qui défient toute concurrence, qui, en termes de leur savoir-faire, en termes de leur sagesse, ils peuvent occuper certaines responsabilités. Alors, on ne peut pas être nommé au niveau de la Cour constitutionnelle par accident. Parce que ce sont les gens qui portent de grandes responsabilités. Ils décident sur la vie du président de la République. Or, le président de la République, c'est la plus haute autorité du pays. Mais si vous êtes appelé à pouvoir juger le président de la République, vous ne pouvez pas vous comporter de n'importe quelle manière. Il y a des endroits où nous pouvons commettre des erreurs, mais pas au niveau de la Cour constitutionnelle. On doit avoir des gens qu'on appelle les gens béton, les gens mûrs, les gens durs, comme en son temps, les gens vertébrés. Mais lorsqu'on voit certaines attitudes, à un moment donné, ce sont des attitudes qui fragilisent notre magistrature. Est-ce que partir de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation pose des problèmes? En termes d'émolument, est-ce que vous pouvez nous éclairer ou éclairer l'opinion? Non, il y a un problème. Le problème, c'est ceci. Les magistrats, ils ont évoqué pratiquement des raisons importantes. La première raison, c'est qu'ils ne sont pas, ils refusent parce qu'ils ne, dans les ordonnances faites par le président de la République, on a utilisé, le président a fait usage du statut de magistrat. Et ils disent qu'ils n'ont pas été consultés au préalable? On ne doit pas les consulter. Quand on veut nommer une personne, c'est au moins en politique, mais au niveau de la magistrature, non. Là, c'est la carrière des honneurs. Le dossier est traité au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. On regarde l'âge, l'avancement des grades, le comportement et la conduite. On ne vous demande pas. C'est une surprise. On estime que, d'après la préséance, l'autre est préséant, nous pouvons le promouvoir. Là, on ne consulte pas. Là, on commet les erreurs, comme nous sommes en politique. En politique, lorsqu'on doit vous donner un poste du ministre, par exemple, on vous consulte. Mais dans la magistrature, c'est la carrière. En politique, c'est la carrière. Chilomba, tout comme Ubulu, ce sont des magistrats de carrière. Ils ont débuté pratiquement leur carrière au niveau de la magistrature. Et c'est de cette manière-là qu'on les a promis. Pour être promis de l'autre côté, il est vrai, les décisions qui peuvent être prises pour être nommés au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, on étudie d'abord, on trouve que ce sont des gens qui ont la maîtrise de par tout le temps de leur carrière, ils n'ont pas rendu de mauvaises décisions de justice, ils ont une certaine honorabilité et une certaine crédibilité. Alors à ce moment-là, ils se décident, de par leur comportement, de par leur humeur, ce sont pratiquement des gens qui conviennent. C'est de cette manière-là qu'au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, en toute souveraineté, il désigne et propose au président de la République et on vous envoie à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est pratiquement une cour politique. La Cour constitutionnelle, c'est une cour politique. Si c'est une cour politique, et pour être nommé au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut être, c'est l'acte du président de la République. C'est le président de la République qui vous nomme. Mais maintenant, il ne faut pas que vous puissiez m'embrouiller. Il y a le cas que vous avez évoqué. Ils ont évoqué des raisons qui valablement peuvent être aussi, on doit aussi en tenir compte. Il y a la première raison, c'est la loi d'organisation, la loi. Ils ne peuvent pas être soumis à la loi sur le statut des magistrats. Oui, ça c'est la loi qui le dit.
Il y a une disposition de l'article 11 Oui. de la loi sur les statuts magistrats. des magistrats. Dans cette disposition, non, l'article 90, l'article 90, 90, sur la loi, sur les statuts des magistrats. Ça veut dire, quand on élabore le statut là, ce statut-là, ce n'est pas un statut qui est prévu. On ne peut pas l'opposer aux magistrats de la Cour constitutionnelle. Il y a aussi même la loi organisant le statut des magistrats de la Cour constitutionnelle. Dans l'article 11, l'article 11 stipule clairement que les magistrats de la Cour constitutionnelle sont soumis à un statut particulier. Oui, ça c'est pratiquement au niveau, c'est qu'ils ont rétorqué en première. Mais lorsqu'on lit la loi, on ne doit pas lire la loi en partie. Hein. On ne doit pas simplement lire, on doit avoir l'enchaînement de toute la loi. La loi, quand vous lisez l'article 1er, 2e et 3e de la loi organisant le statut, organisant la Cour constitutionnelle, dans cette loi, la loi est claire. La loi vous dit, le magistrat de la Cour suprême, la Cour suprême, il est nommé pour un mandat de 9 ans. On ne reste pas simplement là-bas. On ne doit pas simplement rester là-bas. On doit aussi avancer. Parce qu'une autre disposition complète l'article précédent qui vous dit que, mais il y aura à chaque 3 ans, il y aura une rotation. Il y aura une rotation où on va procéder par tirage au sort. On va procéder par tirage au sort après chaque 3 ans pour pouvoir relever 3 magistrats. Quand on doit pouvoir relever ces magistrats-là, lorsque vous allez comparer maintenant, on va les relever de quelle manière? Parce que quand on les relève, il faut qu'on puisse remplacer les autres. Je voudrais qu'on discute. Ouais. Parce que quand on reste, par exemple, que non, nous sommes soumis par la loi. L'article, nous allons faire 9 ans. Nous sommes soumis par un statut particulier. C'est là où je voudrais un peu qu'on discute. Oui, oui. Nous sommes soumis par un statut particulier. On ne doit pas nous opposer le statut des magistrats. Parce que nous sommes des magistrats pas comme les autres. Vous comprenez un peu ça? Mais la loi là, qui a parlé là, mais la loi là continue, il faut la lire. Il faut lire cette loi là jusqu'à la fin. C'est la loi là qui crée déjà des exceptions. Le mandat est de 9 ans. Vous descendez, la même loi vous dit, à la fin de chaque 3 ans, il y aura une rotation. Ce qui veut dire que 3 magistrats seront relevés de leur poste pour être remplacés par les 3 entrants. Mais quand on va vous relever, on le fait de quelle manière? Par quel mécanisme? Ce n'est pas le président de la République, bien sûr, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature qui le fait. Et d'ailleurs, la loi est très claire. La loi ne dit pas que non, il faut nécessairement qu'on fasse 3 ans. Qu'on attende que les 3 ans, qu'on arrive à 3 ans. La loi est claire. Il faut qu'on lise. Maître, ils sont à 3. Pourquoi seulement 2 Célésine? Laisse que je puisse comprendre. Nous allons arriver à l'aspect politique là. Parce que je voudrais sur cet aspect, c'est très technique. Allez-y. C'est très technique. Il est vrai. À première vue, ce qu'ils ont dit semble être une vérité. Lorsque vous allez lire, vous lisez simplement une loi. Mais il faut lire toute la loi pour comprendre les différentes tournures, les différentes nuances qui sont dans la loi. Ils ont raison par rapport à la disposition qu'ils ont évoquée. Mais la même loi parle de la rotation. Revenons maintenant dans l'histoire de la Cour constitutionnelle. Depuis que la Cour constitutionnelle est installée, je pense en 2014, si je ne me trompe pas, depuis l'installation de la Cour constitutionnelle, quand est-ce qu'on a déjà fait la rotation après 3 ans pour pouvoir tirer au sort et remplacer? On ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. On a vu Vundo Tepemako quitter. On a vu le professeur Banyako quitter la Cour constitutionnelle sans pour autant être remplacé, sans pour autant qu'il y ait... Il y a même un changement préalable. Qu'il y ait ce tirage au sort. La loi n'a pas été respectée. Mais pourquoi les magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle ont permis ça? Pourquoi ils ne se sont pas opposés? Parce qu'il y a eu violation de la loi. Est-ce que le professeur Banyako a fait 9 ans? Est-ce que le professeur Vundowe a fait 9 ans?
il n'a pas fait 9 ans. Est-ce qu'on avait organisé la rotation telle que prévue par la loi? Ça n'a jamais été fait. Il y a eu une habitude, une coutume qui s'est imposée. C'est sur base de cette coutume qu'aujourd'hui on se sert. Vous comprenez un peu ça? Mais vous comprenez de quelle manière le pays avait été géré. Le pays, vous comprenez de quelle manière il a été géré. Mais dans le cas qui concerne, quand vous regardez dans la pratique, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a proposé que les autres puissent quitter parce qu'ils avaient déjà atteint presque 3 ans, ou soit dans les jours qui viennent, les 3 ans vont être... Et c'est ce que dit la loi. La loi ne dit pas qu'il faut nécessairement faire 3 ans. Les 3 ans. En 3 ans, on peut le faire. On peut le faire avant même qu'on atteigne ces 3 ans-là. On peut organiser ça. Et que les autres puissent entrer. Mais entre-temps, nous avons ici chez nous ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Sur le plan des formes, est-ce que le président de la République a péché? Non. Le président de la République n'a pas péché. Il n'a pas péché. N'a pas péché parce que les deux juges, oui, Kilomba et Ouboulou ont été nommés par une ordonnance présidentielle. Aujourd'hui, c'est une autre ordonnance présidentielle qui les relève. Le président de la République ne reste pas là-bas pour nommer. Le président de la République propose. J'ai vu hier, à la télévision nationale, on faisait pratiquement la lecture des décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature qui a nommé à titre provisoire. Pourquoi il a nommé à titre provisoire alors que le président de la République est là? Mais le président de la République, c'est un chef d'État. Il a plusieurs attributions, plusieurs décisions à prendre. Mais au lieu que les juridictions restent sans pour autant qu'il y ait une certaine organisation, il y a des juges qui n'ont pas connu des promotions pendant plusieurs années, qui ont fait 16 ans dans un seul poste, alors que c'est prévu par la loi qu'après chaque 3 ans, il faudra pratiquement que les magistrats puissent monter des promotions, des grades. Alors que pendant 16 ans, il y a des magistrats qui sont restés comme ça. Il fallait pratiquement qu'il y ait une organisation. Le Conseil supérieur de la magistrature a pris la décision provisoire. Pourquoi provisoire? Provisoire parce que le président de la République viendrait entériner cette décision-là pour que ces décisions-là deviennent des décisions définitives. Alors c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui gère pratiquement tous ces corps. Que les autres se disent qu'ils ne sont pas... la Cour constitutionnelle n'a pas un statut, ne dépend pas du statut des magistrats. Je peux en partie donner quelques raisons parce qu'ils sont soumis par un... Mais ce sont des magistrats, mais des magistrats avec un statut particulier. Le Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la magistrature peut gérer leur comportement, peut gérer leurs attitudes. Alors vous comprenez un peu... Mais maintenant, quelles sont les conséquences? Les deux n'ont pas... Non, parce que la Cour constitutionnelle... Non, il s'est posé un problème. Ils pouvaient introduire leur recours, je vous ai dit que c'est tout à fait normal. Oui, oui. Ça ne pouvait pas poser de problème. Mais là où ça fâche, c'est la manière. La manière pourquoi? Parce que après nomination, les juges en question ont été notifiés. Ils ont pris part à l'organisation de prestations de serment. Ils ont reçu les toges. Il n'y avait pas du tout de problème. Ils étaient d'ailleurs contents parce que lorsqu'on est mis magistrat à la Cour constitutionnelle, c'est pour un petit à la Cour constitutionnelle, c'est pour un petit temps. C'est pour un petit temps. Mais dès que vous quittez, alors vous allez faire quoi maintenant? Alors, on a récupéré, au lieu de les laisser comme tout citoyen, immédiatement, il fallait pratiquement qu'ils retournent à la haute cour, à la Cour de cassation. La Cour de cassation n'est pas une petite cour. C'est là où les magistrats sont en train de faire leur carrière. Au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est une cour politique. C'est une cour pratiquement à caractère politique. Est-ce que le président n'a pas eu peur de Ouboulou et Kilombo? Par exemple, demain, après-demain, il peut être accusé auprès du procureur, près de la Cour constitutionnelle, et Ouboulou et Kilombo pouvaient les juger. Et que Ouboulou et Kilombo détenaient quelques secrets
parce que le président venait de partir, tout à l'heure ici, je vous ai dit que lorsqu'on fait la lecture de la loi, on ne doit pas s'arrêter dans l'interprétation de la loi sur une seule disposition. Ils ont évoqué effectivement des dispositions. À première vue, ils ont raison. Mais lorsque vous entrez, vous pénétrez l'armature générale de la loi, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas raison. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas raison. Il ne faut pas, quand on fait la lecture et l'économie de la loi, il ne faut pas tirer simplement une seule disposition. Ma préoccupation est la suivante. Benoît Luamba est parti. Les deux juges ont travaillé avec Benoît Luamba. Est-ce que ces deux juges ne détiennent plus les secrets de l'État par rapport à ce qui se raconte comme monnaie courante, l'accusation, la mise en accusation du chef de l'État? Alors, pour s'échapper de cette disposition, il faut les envoyer ou les bousculer à la Cour de cassation et rester libres. Je ne pense pas que ce soit cela. Moi, je connais personnellement le juge Kilomba. C'est un gars intelligent. J'ai évolué avec lui. En 2004-2005, il a été juge du tribunal de grande instance. Il était juge au tribunal de grande instance de Kananga. Alors, c'est un monsieur avec lequel on a partagé beaucoup de choses. Je sais que c'est un gars qui se bat sérieusement pour les recherches en droit. Alors, lorsqu'il a été nommé à la Cour constitutionnelle, quand bien même jeune, j'étais très content parce que ce n'était pas la jeunesse. Je voyais pratiquement comment le monsieur s'était aussi battu. Mais je suis personnellement déçu de ce qui vient, et ce n'est pas lui qui peut faire ça. Je suis surpris. Le grand problème est que quand vous allez lire la loi sur l'organisation, sur organisant le statut des magistrats de la Cour constitutionnelle, les magistrats de la Cour constitutionnelle sont apolitiques. Il y a des attitudes qu'ils ne peuvent en aucune manière faire. Lorsque vous allez lire toute la loi, j'ai tenté hier la nuit à lire la loi organisant le statut des magistrats de la Cour constitutionnelle. Non. Ils ont commis beaucoup de bêtises. C'est qu'ils se reprochent de quelque chose. Non. Ça montre que leur attitude est tributaire d'une influence politique. Parce que les gens qui ont accepté par le Conseil, leur résignation par le Conseil. Parce que ce n'est pas le président de la République. Le président de la République ne désigne pas. Il pense mal l'acte. Le président de la République prend l'acte sur base de ce qui lui a été posé par leur corps. Vous comprenez un peu ça? Ouais. Le président de la République a pris l'acte sur base. C'est le conseil de leur conseil supérieur. Le conseil supérieur de la magistrature. Qui est pratiquement comme leur policier. C'est le conseil qui manifeste le comportement et ce qui doit être fait. Mais le plus grand problème, c'est qu'ils se sont comportés. Parce que, qui a balancé à la veille de prestation de serment, qui a balancé leur lettre? La lettre, c'est une lettre privée adressée au président de la République. Oui. Mais qui a balancé le recours est introduit au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi ça s'est retrouvé immédiatement? Au même moment, à la veille, ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Mais auparavant, nous avons suivi dans le camp du FCC une certaine résignation par rapport à ces nominations. Est-ce que le FCC a ses propres juges? Le grand problème est que le pays a été rabaissé à un niveau très bas. Parce que vous évoquez ce que vous venez d'évoquer là. Le président de la République, Tshisekedi par exemple, c'est un homme qui a évolué comme tous les autres Congolais, politiciens qui n'avaient pas l'armée, qui n'avaient pas la magistrature. Mais les élections ont été réalisées, il est devenu président de la République. Alors ça voudrait dire que les magistrats doivent être aussi politiques. Vous comprenez? Là où on a rabaissé le pays. Les magistrats, les fonctionnaires de l'État, les hauts responsables des entreprises, les membres de l'armée. Mais c'est un corps politique. Ce n'est pas un corps qui appartient à un individu. C'est un corps qui protège le Congo. Mais aujourd'hui, moi, le jour où je vais devenir président de la République, je vais choisir mes magistrats. Comment? Tshisekedi est venu, il n'a jamais fait l'armée, il n'a jamais fait le service militaire. Mais il est président de la République aujourd'hui. Alors, pour être gardé, il faut qu'il fasse recours à l'extérieur pour avoir des étrangers qui doivent commencer à assurer sa sécurité. L'armée appartient à un individu. On doit se partager les postes. Ça veut dire, prenons comme ça, le président reste avec FCC,
Entre FCC Cash s'organise et reste, alors et propose la liste des magistrats. Quel genre de magistrats? Leurs magistrats. Mais ils sont dans une coalition. Et ils ne peuvent pas travailler comme ça, comme il le fait avec le gouvernement ou avec les entreprises publiques. S'ils avaient signé les accords au niveau de leur cash, ça sont des accords qu'il faut dénoncer. Ce sont FCC Cash, ce sont des organismes privés qui n'ont aucun intérêt à nous engager sur la République. Ce sont des faits privés. Ils ont fait leurs accords. Mais maintenant, ces accords-là ne peuvent en aucune manière se convenir avec l'État. Parce qu'on ne doit pas politiser la fonction publique. On ne doit pas politiser la police. On ne doit pas politiser l'armée. Si nous voulons que le pays devienne fort. Nous allons aujourd'hui dire que non, l'armée, je deviens président de la République, ça devient mon armée. Non. Non. Les forces là, ce sont des forces qui sont des forces apolitiques. Et il ne faut pas qu'on dise l'apolitisme là. Nous sommes allés aux élections. Tu as vu quel militaire ou bien quel policier qui a participé aussi, qui est parti voter tel ou tel un quidam? Est-ce que tu as vu? Pourquoi les militaires, tout comme les membres de la police, ne participent pas aux élections? Mais c'est justement parce qu'on considère que le pays doit être préservé d'une certaine dérive de non-État. Maître, mais quelle sera la suite? Parce que nous avons lu un communiqué. Le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature a dit que si les deux juges ne prêtaient pas serment dans les 30 jours qui suivent, ils doivent être révoqués. Et cela ne pourra-t-il pas créer un dysfonctionnement aussi? Il y a déjà un problème. Ils n'ont pas pris part à la prestation des serments parce qu'ils avaient introduit un recours. Il faudra que le Conseil supérieur de la magistrature siège pour examiner ces recours. C'est à l'issue de cet examen-là qu'on pourra décider sur leur sort. Mais entre-temps, ils ne peuvent plus travailler au niveau de la Cour constitutionnelle parce qu'ils avaient déjà... Ni au niveau de la Cour de cassation. Pour le moment, ni au niveau de la Cour de cassation, ni au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils ont choisi au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a un problème. Au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que l'arrêté les nommant à l'ordonnance, les nommant a été modifié. Il y a une nouvelle ordonnance qui a nommé d'autres juges en leur lieu et place. Ils sont passés aux actes. Ils ont fait la remise et reprise. Il y a les PV de remise et reprise. Ils n'ont pas refusé. Lorsqu'il fallait faire la remise et reprise avec les entrants, est-ce qu'ils ont protesté? Ils n'ont pas protesté. Ils ont fait la remise et reprise sans qu'il y ait de problème. Mais c'est à ce moment-là qu'ils pouvaient protester. Nous n'allons pas quitter. Nous avons introduit le recours. Le recours peut être suspensif. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais maintenant, au niveau du Parlement, parce que la Cour constitutionnelle doit avoir 9 membres, si je ne m'abuse pas, et les 3 juges doivent aussi venir du Parlement. Est-ce que le Parlement pourra entériner cette décision qui est d'autant plus contestée par une autre Ça famille n'exige politique? pas, parce que pour le moment, la Cour constitutionnelle n'est pas... il n'y a pas un manquement. Il n'y a pas un manquement. On vient d'échanger 3... Mais il n'y a pas un président. Oui, non. Ceux qui jugent les présidents, c'est lorsque les magistrats vont se retrouver. Les 9 magistrats vont se retrouver, ils vont pratiquement élire un président. C'est pratiquement... Ça, c'est l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats de la Cour constitutionnelle vont se réunir et parmi eux, ils vont choisir pratiquement parmi ceux qui sont choisis, qui sont magistrats de carrière, parmi les 3 magistrats de carrière qui sont là présents. Alors ils peuvent choisir le plus précédent ou soit ils vont même élire leur président. Mais maintenant le problème, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Nous ne connaissons pas la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Mais tellement que les autres se sont très mal comportés. Parce qu'ils ont affiché des attitudes que... Parce que dans chaque corps, on a les us et coutumes. Moi, je suis avocat. Il y a un comportement que je peux afficher publiquement. Il y a dans ma carrière, Non, nous sommes régis pratiquement par certaines règles déontologiques. De la même manière aussi qu'au sein de l'armée. Les militaires ont un caractère qu'ils doivent aussi observer. Sous peine de quoi? Vous risquez pratiquement d'encourir de graves sanctions. De la même manière aussi qu'au niveau de la magistrature. Si on avait introduit simplement le recours, et on s'était calmé, une histoire qui était gardée. Parce que maintenant, quand ils ont introduit le recours, qu'on devient un peu sur le plan de droit, le recours, comment est-ce qu'on pouvait leur passer le Conseil supérieur de la magistrature pouvait accepter qu'ils puissent prêter serment? Parce qu'ils pouvaient aller. Ça veut dire qu'on les a travaillés, on les a ramassés comme des jeunes gens.
Ils ne se sont pas comportés comme des grandes personnes. On les a utilisés, des hauts magistrats. Mais dans les lobbies politiques, on les utilise parce que, d'après ce que j'ai entendu, il y avait une probable rencontre entre les deux autorités moraux qui se retrouveraient quelque part et là-bas on discuterait sur beaucoup de choses. C'est de cette manière-là qu'on les a utilisés. On les a utilisés pour dire quoi? Parce que vous êtes du FCC. Un magistrat a une coloration politique. Non, c'est une bêtise. Un magistrat ne peut pas avoir une coloration politique. Et surtout à ce niveau-là. Alors, vous comprenez, ils s'attendront. Ils vont s'attendre à tout. Alors, tout est possible. Ils s'attendront pratiquement à tout. On va examiner pratiquement leur recours. Et à l'issue, est-ce que le président de la République aura encore un temps de signer une autre ordonnance c'est ça, pour pouvoir. Alors, vous comprenez un peu qu'ils se sont eux-mêmes bloqués. Ils se sont bloqués eux-mêmes. Alors, il ne faut pas faire la politique. Nous avons besoin dans ce pays d'un développement. Nous avons besoin que ce pays ici devienne puissant et fort. Mais la manière dont les choses évoluent ces jours ici, je ne vois pas que certains fils de ce pays aiment que ce pays devienne ce que nous sommes en train de rêver. Alors, j'estime que nos amis vont pouvoir connaître des problèmes. Ils auront des difficultés parce que le président de la République, c'est un humain. C'est un homme. Il va certainement dire que c'est un acte de sabotage. Oui, il y a beaucoup de choses. Parce que dans ce qu'ils ont fait, je n'ai pas beaucoup plus évolué. Je n'ai pas étalé. Il y a les infractions. Par rapport à leur statut. Laquelle, par exemple, parmi les infractions que vous évoquez, laquelle, par exemple? Mais il y a une sorte d'outrage au chef de l'État. La manière dont il est... En quoi ont-ils commis l'outrage au chef de l'État? Parce que vous, dans votre introduction, vous avez dit que le fait de refuser, c'est naturel, c'est indépendant. Oui, c'est naturel, c'est indépendant. Mais le comportement, ils le ont fait avec beaucoup plus de publicité. Au lieu que la question soit traitée au niveau interne, ils ont voulu faire voir que le président de la République a tort, il a violé. Alors que la loi est là, il faut lire toute la loi, toutes les spécificités de la loi. Ils se sont accrochés à une seule disposition, une unique disposition. Alors que la loi, il y a plusieurs... cette loi-là prévoit plusieurs... C'est complète. Plusieurs dispositions, c'est complète. Le principe, le magistrat fait 9 ans. Mais la même loi vous dit, à la fin de chaque 3 mois, 3 ans, il y aura la rotation. Et même dans cette rotation-là, pendant 3 ans, on peut le faire même avant qu'on arrive au délai. C'est la loi. Il faut lire l'entièreté de la loi. Alors, il ne faut pas simplement évoquer une seule disposition pour créer la sensation au niveau du public. Là, on devient politicien. Nous, politiciens, nous aimons bien ça. La sensation qu'on dise que moi j'ai raison. Mais le magistrat, non. Ça, c'est un corps soudé, un corps uni. On introduit son recours, on se pose la question, pourquoi? Alors, mais que les gens ne puissent pas savoir en réalité. Alors, mais on se comporte comme politiciens. Alors, ils se sont comportés comme les gens du FCC. Est-ce qu'un magistrat peut être du FCC? Non. Là, ce sont des efforts dont je voudrais que le président de la République travaille, qu'il travaille beaucoup pour que cette politisation à outrance de l'administration, de l'armée, de la justice, non, que ces histoires-là se trompent, que la méritocratie intervienne. Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, nous sommes dans notre émission Zombo le soir. Et nous recevons sur ce plateau, je l'ai dit, Maître Denis Mai Moussangana, qui est avocat près la Cour d'appel de Kananga. Vous avez suivi sa présentation. Nous avons parlé en première phase, ou la première question dans cette émission, concernant le refus de prêter serment par 2 juges de la Cour de cassation, nommés récemment par le chef de l'État. Il s'agit des juges Ouboulou et juges Kilombo. Alors, maître, nous avons une deuxième question. L'UNC de Vital Kamerhe a marché aujourd'hui. Il réclame la libération de leur leader. Est-ce que cette marche est légale? Est-ce que, après 3 ou 4 ou 5 fois de demandes de liberté provisoire, Vital Kamerhe se retrouve toujours? La Cour de cassation, c'est la dernière instance à rejeter aussi la demande de liberté provisoire. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est politisé? On n'a rien de politique. Politiser, c'est le fait d'aller dans la rue pour chercher
demander la libération. C'est ça la politique. Vous comprenez? L'UNC fait la démonstration de force dans la rue. Mais on oublie que les faits qui sont reprochés, bon, de ce côté-là, ils n'ont rien violé comme loi. Vous comprenez un peu ça? C'est la Constitution. C'est-à-dire qu'ils soutiennent un détourneur, bon, un prétendu détourneur, ou selon... Kamer a déjà été condamné. Non, il n'est plus prétendu tout. Non, c'est un condamné. C'est qu'ils soutiennent un condamné, un détourneur des deniers publics. Je voudrais évoquer. Aujourd'hui, Kamer n'est plus un présumé innocent. Kamer a déjà été condamné. Il a introduit son recours au niveau de la cour d'appel. Au niveau de la cour d'appel, lorsqu'on examine pratiquement, on l'examine, là-bas on veut réformer. Il cherche la réformation du jugement à cause peut-être des fautes de droit. Parce que ces droits ont été violés. Il estime que le premier juge n'a pas bien fait son travail. C'est de cette manière-là que le juge maintenant d'appel va examiner les griefs, les raisons pour lesquelles il revient en appel. C'est son droit d'aller en appel, aller même en cassation. J'ai appris qu'il a fait aussi recours à la prise à partie. C'est une procédure extraordinaire. Mais entre-temps, lui a une possibilité, il est en appel. Pourquoi faire encore recours à la prise à partie? Vous comprenez qu'on est en train d'embrouiller notre frère par les avocats. Hein? Les avocats multiplient autant. En multipliant, celui qui dépense des moyens, c'est qui? C'est Vital Kamerhe. Le grand problème, on devrait se focaliser sur l'essentiel au lieu de pouvoir multiplier les procédures à gauche. Et maintenant, après la Cour de cassation, où est-ce qu'il peut encore aller? Non, pour le moment, il est au niveau de la Cour d'appel. J'ai entendu aujourd'hui qu'il a fait aussi la prise à partie. Et la séance est renvoyée au 21 août? Oui, on a renvoyé parce qu'il faut qu'on saisisse normalement le ministère public. Parce que celui qui était parti à l'appel, c'est lui. Mais c'est lui qui doit aussi faire la diligence pour signifier l'exploit au ministère public. Vous comprenez un peu ça? C'est celui qui va en appel, qui fait la diligence pour saisir le ministère public. Parce que lui a fait appel du jugement qui a été rendu au niveau du tribunal de grande instance. Mais maintenant, lorsque, à la première audience, on s'est rendu compte que lui par rapport à la Cour, la Cour était saisie. Mais par rapport au ministère public, la Cour n'était pas saisie. Il faut maintenant que, de son côté, il fournisse les efforts pour pouvoir. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Hein? Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est justement, ils sont en train de créer un dilatoire de l'autre côté pour épuiser une nouvelle procédure qu'ils ont engagée de la prise à partie. Parce que c'est lui qui a intérêt à ce que l'affaire soit fixée rapidement, que l'autre partie soit saisie directement. C'est Kamerhe, non, qui est en appel. Mais maintenant, nous arrivons, on accorde encore le délai de... C'est jusqu'au 21 août. 21 août. Ça veut dire qu'on attribue encore 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Alors, qui a intérêt que ça prenne du temps comme ça? C'est lui, parce qu'il y a en veilleuse une autre procédure de prise à partie. Il a pris à partie le juge Bakenga du tribunal de grande instance. Alors, c'est son droit, mais moi, personnellement, en tant que technicien, je ne pouvais pas pratiquement le conseiller de cette manière-là. Vous avez vu même de quelle manière Vital Kamerhe a été défendu. Nos collègues ont voulu jouer beaucoup plus sur... à tout moment où il fallait intervenir, ils créaient les incidents de procédure. En commençant d'abord par le pauvre Thérèse Mémoire, Juge Nyangui. Il faut avoir les nerfs solides pour conduire pratiquement cette procédure telle que la procédure a été conduite. Mais tous ensemble, nous avons vu de quelle manière la procédure a été menée. La parole a été accordée à tout le monde. Aucun droit de qui que ce soit n'a été violé. Mais qu'on crée des incidents, des procédures telles qu'ils sont en train de les créer là, moi j'estime que c'est pour embrouiller simplement le président Vital Kamerhe. Parce qu'au niveau de la Cour, il fallait maintenant qu'il s'engage. Parce que quand ils disent que Kamerhe n'a pas... Entrons un peu dans le fond de l'affaire du litige. On dit que c'est un procès politique.
Mais vous regardez lorsqu'on analyse un peu dans le fond de l'affaire. Est-ce que nous avons des intellectuels, même au sein de l'UNC là? Il y a des intellectuels. Est-ce qu'il y a les gens qui comprennent? Le petit peuple peut encore être trompé. Mais que je vois les cadres se tenir debout et avancer des choses, ça laisse à désirer. Alors, vous comprenez, quand vous regardez, on pose la question. Il y avait un gouvernement, mais lui est directeur du cabinet. Qui a donné, il a été prouvé, qui a donné des instructions pour qu'on fasse sortir l'argent? Le directeur du cabinet. C'est le directeur du cabinet. Vous avez vu le directeur de la banque venir. Vous avez vu le directeur de la banque venir. C'est que normalement c'est le ministre des Finances qui devait donner les ordres. Non. L'argent de l'État, il faut savoir comment le bouffer. Vous savez, l'argent de l'État, il faut savoir comment bouffer l'argent de l'État. Il ne faut pas bouffer l'argent de l'État comme ça. Il faut justifier comment on bouffe l'argent. Si Kamere voulait bien bouffer l'argent, il fallait qu'il négocie avec Bitakwira. Vous comprenez? Il fallait qu'il boutique l'affaire avec Bitakwira. C'est au niveau d'abord là-bas. Parce que, comment est-ce qu'on fait les dépenses de l'État? On commence d'abord par l'engagement. On commence d'abord par l'engagement. L'engagement, c'était au niveau de Bitakwira, qui avait déjà un projet qui était accepté, qui était déjà au niveau de finances. Mais justement parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Il devait boutiquer la chose avec Bitakwira. Ils s'entendent, c'est Bitakwira qui devrait commencer à apparaître. Mais il veut faire la vengeance. Il veut dire, je suis devenu l'homme fort. Conséquence. Mais Bitakwira est venu. Bitakwira a vu l'argent sortir sans pour autant qu'il se retrouve. Vous estimez que dans son cœur, il était content. L'argent de l'État, moi, quand j'ai travaillé avec le gouverneur, Kapoko Trésor, pendant que j'étais ministre, Kapoko me disait, attention avec l'argent de l'État. Lorsqu'il est question de bouffer l'argent de l'État, il faut respecter scrupuleusement la procédure. Si tu ne respectes la procédure pour décaisser l'argent de l'État, ça va vous suivre parce que les écrits restent. Et c'est ce qui s'est passé. Il a donné les instructions. Et à l'époque, le ministre des Finances a été même arrêté. Oui, vous comprenez la suite. Vous connaissez la suite. Hein? Vous connaissez la suite. Alors, l'argent de l'État, il faut savoir comment bouffer en utilisant plusieurs personnes. En utilisant chacun dans ce qui les concerne. Toi, tu restes là au coin, mais tu utilises ceux qui ont des signatures. On fait et on voit le travail. Aujourd'hui, vous avez suivi, on a décaissé l'argent. L'argent, on a décaissé. Or, dans les contrats de l'État, on a fait un grand contrat avec autant de millions. S'il voulait pratiquement bien bouffer l'argent, il devrait s'entendre avec les gens du marché. Les gens qui font la régulation des marchés publics. Appeler ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On lui montre, non. Il ne faut pas prendre immédiatement 50 000. Voilà ce que la loi prévoit. La loi prévoit, par exemple, que non, pour une dépense d'à peu près au-delà de 10 millions, on ne peut pas le faire par cette façon. Alors, lui devrait demander maintenant les techniques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il devrait laisser les techniciens faire le travail, multiplier 3 ou 4, 5 contrats, rester dans la marge de la loi. Montrer par exemple que nous commençons avec la fondation, c'était l'entreprise, voilà. Les choses devraient très bien passer. On va aller très loin pour comparer ce qui s'est passé avec les autres qui ont été condamnés à 2 ans ou... Pour les soins des moutons et autres. Oui, 2 ans ou 3 ans. Mais quand vous regardez au niveau de la procédure là-bas, vous sentez qu'il y avait l'autorisation. Il y avait l'autorisation pour le marché public. Alors... vous vous rendez compte qu'il y avait quand même certaines normes qui étaient respectées. N'est-ce pas que Kamere est condamné pour l'effacer comme il devait se présenter en 2023? Mais les faits sont là, sont vrais. Est-ce qu'il y a eu un contrat signé avec Samibo, oui ou non? Oui. Samibo, il y a eu un contrat ou pas? Est-ce que l'argent est sorti du trésor public ou on a remis à Samibo ou pas? Mais Samibo a aussi construit déjà 211 maisons. 211 maisons sur combien à remettre? C'est sur 1500. On a construit 200. Ça représente quoi? Et la Banque centrale a donné les preuves. Samibo a reçu combien d'argent pour la construction, pour l'achat de toutes ces maisons-là? C'est quelque chose d'à peu près 8 millions de dollars. Mais les 48 millions, parce que les gens ne comprennent pas. On est en train de poursuivre les autres pour le détournement des 48.
de 48 millions. 48 millions sur 57 millions, quand vous prenez 7, vous défalquez, il y a quelque chose de 10 millions, quelque chose un peu en ce sens-là. Alors, c'est ainsi qu'on les poursuit pour 48 millions. Parce qu'on a vu que la facture, la Banque centrale a montré la facture pour les maisons achetées par Samibo, 8 millions. Mais les 8 millions, là, compte les 1500 maisons? Oui, oui, c'est pour les 1500 maisons. C'est pour les 1500 maisons. C'est-à-dire toutes ces maisons-là... Vous voulez dire que Bitakura avait raison en demandant moins que 57 millions? Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais il fallait négocier, que Kamer négocie avec Bitakura. Alors que c'est déjà tard. Oui, c'est déjà tard. Mais s'il ne voulait pas être écarté, être cité comme on est en train de le faire, il devrait commencer. Là, dans l'argent de l'État, c'était Bitakura qui était ministre, qui avait déjà... Parce qu'il s'est inspiré de quoi? Pour présenter au président de la République le projet des maisons. Il s'est inspiré sur le projet Bitakura, qui était déjà avancé, parce que on avait déjà quitté l'engagement, c'était déjà au niveau de finances. Mais maintenant, le contrat qui a été exécuté, c'est le contrat de Bitakura ou bien c'est son contrat. Mais son contrat là, c'est signé où? Le contrat est où? Accepté par quel service? Quel est le langage de la défense qui disait non, j'ai exécuté l'ordre du président de la République qui voulait que les maisons soient impactées. Non, ça ce n'est que le langage. Là, il parle comme un enfant de la rue. Maître, peut-être pour terminer déjà cette émission, pas plus que 2 ou 3 jours passés, 2 jeunes gens jumeaux, Louba, excusez-moi de dire qu'ils sont Louba, ont été bousillés, calcinés, tués dans le Bas-Congo à Kinzangwete. Et aujourd'hui, le gouvernement provincial du Congo central s'est mis sur l'action pour arrêter quelques 17 motards. Comment avez-vous jugé cet acte, vous en tant qu'homme de droit, comment pensez-vous que les présumés auteurs de cet acte soient jugés? Parce que l'opinion pense qu'il faut qu'il y ait un procès public comme le temps des communes en Sapou, et que la télévision nationale retransmette en direct, et que tout le monde sente. Et en coulisses, on sent dire que ils sont tués parce qu'ils sont Louba et que ce sont des Louba qui ont refusé l'enterrement des Ronsard Malonda. Merci beaucoup, mon frère. Le refus de l'enterrement du nom de Ronsard Malonda n'a pas simplement été réclamé par... Est-ce que vous pouvez aussi l'avoir? Oui, je disais ceci. Ça fait mal, mais le refus, donné comme prétexte le refus de l'enterrement de Malonda, il y a eu les gens du MLC qui ont marché. Les gens de la Mouka qui ont demandé ça. Il y a l'UDPS. L'UDPS est simplement dans le Kasaï. Nous sommes présentement à Kinshasa. Nous sommes présentement à Kinshasa. Il est vrai que le responsable, le chef... l'UDPS soit du Kasaï. Oui, soit du Kasaï. Mais c'est un parti national établi sur toute l'étendue de la République. J'ai vécu... Je suis témoin oculaire des événements qui se sont passés à Lubumbashi. Pendant les années 1992-93, j'étais encore étudiant à l'université de Lubumbashi. J'étais témoin. Les Kasaïens ont beaucoup souffert. Ils ont été tués. À Lubumbashi, même, ça ne faisait pas du tout beaucoup de bruit. Mais quand vous allez pratiquement à Muchacha, vous allez à l'intérieur, ils avaient pratiquement un jargon. Nous commençons d'abord avec les chambres. Nous entrerons au salon. Le salon, c'était le Katanga. Mais nettoyons d'abord les chambres. Les chambres, c'était l'intérieur. Beaucoup de Kasaïens ont été tués. Et les Kasaïens n'ont jamais réagi? Le Kasaïen a la grandeur du cœur. Ou c'est un peuple passif qui n'a pas de force? Non, non, non. Le Kasaïen n'est pas passif. Le Kasaïen n'est pas passif. Mais c'est un peuple qui veut vivre avec tout le monde. Parce que quand le Kasaïen se retrouve quelque part en Bandaka, il achète une parcelle, il construit, il s'établit. Un peuple orgueilleux, comme on dit Mouroubaza Vantard. Pas orgueilleux. Pas orgueilleux. Nous sommes de ceux qui pensent que sur toute l'étendue de la République, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes Congolais et comme l'État nous permet. Alors comme l'État nous permet de pouvoir nous établir partout où nous pouvons nous battre, alors ces jeunes gens-là sont allés de l'autre côté. Ils ont été recalés pratiquement par cette histoire ici de Covid. Alors, ils ont été lâchement tués parce qu'ils sont Kasaïens. Ce n'est pas quelque chose qui doit être accepté, c'est quelque chose qui doit être condamné. Et j'avais aimé que, prenons par exemple que dans le Kasaï, parce que nous n'avons jamais fait ça.
Dernièrement, on nous a tués. J'étais témoin de tout ce qui s'est passé dans les histoires de Kamwina Nsapu à Kananga. Tu étais aussi là, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu étais déjà en déplacement. Je suis victime. Oui. Alors, on ne sait pas, on n'a pas attaqué les autres fils d'autres provinces qui sont là-bas. Ils sont là, ils travaillent, ils construisent, ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils vivent calmement et nous n'avons pas la possibilité d'aller inquiéter nos frères qui ne nous ont jamais fait. Mais nous, on nous attaque à gauche, à droite. C'est un comportement que nous devons condamner sérieusement. Et qui est tribunal, qu'on puisse juger, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'on va... Qu'est-ce qui peut rassurer pratiquement cette famille-là qui est blessée aujourd'hui? Cette famille-là qui a perdu ses deux enfants, ses deux grands garçons. Qu'est-ce que peut compenser le souci des parents? Alors ce ne sont pas des comportements que nous devons accepter, encourager dans ce pays ici. Et que le président de la République fasse tout pour que ce pays devienne un grand pays puissant. Vous savez, Mobutu avait fait quelque chose de bien. On peut accuser Mobutu de tout, mais Mobutu a créé l'unité nationale. L'unité nationale. Je ne suis pas pour cette histoire des gouverneurs, élection des gouverneurs, les assemblées nationales. Non. Nous allons en parler avec vous dans notre prochaine émission. Oui, oui, oui. Qu'on nomme, qu'on procède, si on peut toucher la Constitution, qu'on procède à la nomination des gouverneurs. Et que chacun, que le premier puisse travailler en dehors de sa province. Oui, les provinces non originaires. Qu'on revienne à cela pour renforcer l'unité nationale. Ces histoires des assemblées nationales, non. Et provinciales, non. Merci, Maître Johnny Moussangana. Merci à nos chers téléspectateurs. Nous avons terminé notre émission. Est-ce que vous avez en une minute un mot à lancer à la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise et pour votre information qui émet à partir de New York City, à New York, aux États-Unis d'Amérique? Merci beaucoup, mon cher frère. Merci beaucoup. Je vous encourage de pouvoir continuer sur cette pente. J'estime que aller, avancer. Et un jour, nous serons très contents de vous voir devenir grand comme vous êtes en train de l'ambitionner. Merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs. Merci à Don Kaimbe, notre directeur général, qui est à New York. Merci à José Kapajika, qui est notre directeur technique. Notre informaticien qui est à partir de la Grèce. À nos auditeurs, nos téléspectateurs qui sont en Suède, à Stockholm, qui sont à New York, qui sont à Kinshasa, à travers la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci. Théodore Bakatouile était derrière la caméra. Et à la prochaine pour un nouveau numéro dans notre émission Zombo les soirs. Merci beaucoup. Merci.